Bien, ça vient de sonner 17h30. Bienvenue à toutes et à tous à l'épisode 6 des lundis de Ruralité. Et aujourd'hui, nous allons parler de comment lutter contre la comment lutter contre la désertification médicale. How to fight against the desert of medical presence in the countryside. Voilà la version anglaise. Et c'est Véronique de Bande qui va nous parler de ça. Peut-être on peut rapidement faire un petit tour de table, puisque nous sommes à peu près 9. Donc, on va commencer par Véronique, si vous pouvez dire 2 ou 3 petits mots sur qui vous êtes, et je vous passerai la parole après qu'on a fait ce tour de table. Voilà, quelqu'un d'autre qui vient d'arriver. Véronique, je vous laisse vous présenter. Oui, bonjour, je suis Véronique Debande, donc je suis présidente de Proxy Santé Développement, structure de santé publique et voilà, intervenant principalement dans les ruralités sur des actions diverses et variées, et notamment aujourd'hui, ce dont on va parler grâce à nos outils, voilà, des solutions itinérantes que l'on peut proposer dans les ruralités pour travailler sur les problématiques de désertification médicale. Merci. Je prends dans l'ordre que j'ai à l'écran. Sébastien ? Oui, Sébastien Côte, pour mon territoire numérique, commissaire général de Ruralytic, et on a eu le plaisir d'accueillir Véronique donc cette année lors du Ruralytic 2020 à Aurillac, donc de l'accueillir pour évoquer ces sujets essentiels de l'accès aux soins. Au-delà de la désertification médicale, c'est la question de l'accès aux soins, et à ce moment-là, voilà, avec Véronique, on a appris qu'il y avait bien des déserts médicaux qui étaient auto-organisés par les médecins, notamment présents à l'Assemblée nationale depuis 50 ans. Cette pénurie auto-organisée par la profession, et il n'y avait ni désert infirmier, ni désert pharmaceutique. Et ça, c'est la bonne nouvelle. Voilà, on souhaitait effectivement donner à Véronique l'opportunité d'aller plus loin avec vous, voilà, sachant que sa solution fait aujourd'hui référence. Jean-Luc ? Oui, bonjour. Alors, vous m'entendez? Oui. Oui. Bon. C'est la première? Non. Non, pas du tout. Si vous pouvez nous dire. Ah oui, il y a déjà du monde. Oui, donc bonjour, moi je suis Jean-Luc, je suis l'équipe Proxy Santé. Je suis un des directeurs de projet de Proxy Santé Développement. Je suis plus particulièrement positionné sur le développement de la télémédecine, téléconsultation, et je gère toute la partie développement de cette belle aventure. Et c'est un plaisir de revoir Sébastien qui nous a accueillis à Ruralytic, on a fait de belles rencontres. Voilà. Merci. Yves, en quelques mots, vous êtes. Oui, bonsoir à toutes et à tous. Je suis désolé, je n'arrive pas à vous montrer mon joli faciès, c'est bien dommage. Problème technique. Il faut bien que quelqu'un le dise. Donc, je suis le maire de Champeaux, en Seine-et-Marne. Je salue mon collègue Achille, là, qui est avec moi à l'association des maires ruraux du 77. Et donc voilà, je suis maire de la commune de Champeaux et je suis en charge de l'offre médicale sur la communauté de communes de 40 000 habitants et 31 villages. Voilà. Merci beaucoup. Kamran ? Oui, bonjour. Christine Damran, donc le maire de Colobrières dans le Var. Également donc sur un territoire rural, une commune de 2000 habitants, avec malheureusement un désert médical. Je voulais vous dire que ça fait 2 ans que je vais aller à Ruralytic pour des raisons, et en plus particulièrement le Covid cette année. Je suis très heureuse que Ruralytic vienne sur notre commune. Alors, je situe Colobrières en plein dans le sud de la France, vous devez le reconnaître à mon accent. Pas très loin des centres des grandes villes, Toulon hier, mais avec une problématique médicale
sur le territoire. J'espère que nous trouverons avec vous la solution. J'ai déjà entendu des possibilités. Merci. Merci. Galaxy Note 8, s'il vous plaît. Je suis William. Je suis William Mélien, je suis le président du club d'entreprise d'Artigues. Je travaille avec Véronique et Jean-Luc Debande sur ces questions parce que Véronique a parlé de la ruralité, mais on s'aperçoit qu'il y a aussi des déserts médicaux, peut-être dans des quartiers sensibles de Bordeaux. Accessoirement, je suis natif de Seine-et-Marne, je dis ça pour les collègues maires. Je suis ami avec Jean-Jacques Barbeau et Patrick Septier, aujourd'hui le président du conseil départemental du 77, parce que nous travaillons sur le miscanthus produit justement dans la communauté de communes de Moret-sur-Loing. Écoutez, je suis désolé, on va être obligé d'interrompre les présentations parce qu'on commence à être assez nombreux et vous aurez l'occasion d'intervenir après la présentation de Véronique pour poser vos questions et vous présenter à ce moment-là. Véronique, je vais vous passer tout de suite la main parce que nous sommes à 17h36 et vous avez en gros 25 minutes pour vous présenter votre sujet et ensuite on va en débattre. Et pendant ce temps-là, je continue à mettre les personnes qui arrivent toutes les 30 secondes. D'accord. Véronique, à vous. Je vais vous partager mon écran, comme ça on va pouvoir faire la connexion et je vais pouvoir vous partager un document. Est-ce que c'est bon pour le partage d'écran, Nicolas? C'est en train d'arriver. Ça a commencé le partage d'écran. Voilà, c'est bon, c'est parfait. Oui. Voilà, à vous. Parfait. Du coup, je vais peut-être demander à tous les, si vous êtes d'accord dans un premier temps, parce que j'ai beaucoup de petits bruits qui arrivent par derrière, si les gens peuvent mettre juste se mettre de couper leur micro dans un premier temps. Ça me permettra juste de ne pas avoir Je vais couper le micro de tout le monde tout de suite. Et Véronique, vous allumez le vôtre. Bon, Nicolas. Allez-y, il y a quelques micros qui ont refusé de se couper, mais je vais y insister. Voilà. Alors, je vais vous présenter donc tout le travail qui a été fait par toute l'équipe de Proxy Santé depuis une douzaine d'années, juste pour savoir que Proxy Santé Développement est une société qui est issue d'une expérience de terrain d'une association qui s'appelle Proxy Santé. Pour laquelle on a pu, au cours de ces 12 dernières années, mettre en œuvre des animations et des actions de santé publique pour différents types de publics, et notamment dans un premier temps les publics donc de personnes malades. Et il se trouve voilà, que par voie d'effet, on a pu toucher un grand nombre de personnes, et notamment donc tout type de population qui vivent. Et notre cœur de métier, c'est d'aller au plus près des gens, donc Proxy Santé, la santé de proximité, d'aller au plus près des gens pour présenter ces animations de santé publique. Comme vous le voyez dans la présentation, on a deux outils qui nous permettent d'aller au plus près des gens. On a ce premier véhicule qui s'appelle un consultobus. Je vais vous en parler un petit peu après. Et on a une bulle, un gros dôme gonflable qu'on utilise pour de l'événementiel et qui permet, dans des endroits où on n'a pas forcément de salle ou d'espace, d'être donc d'être en lien avec les gens et d'amener des espaces un peu différenciants pour pouvoir faire des animations de santé publique. Donc, ce qu'on a mis en place, c'est un modèle organisationnel d'inclusion numérique qui était appliqué simultanément au social et à la santé. Donc ça, c'est ce qu'on a en plein dedans dans cette notion de confinement lié à une crise sanitaire. Mais le confinement aujourd'hui, oui, c'est en effet une nécessité pour différentes thématiques, et notamment les plans canicules ou les différents plans Céveso ou autres permettent des fois de confiner la population. Donc
on le voit bien, même une tempête va pouvoir confiner une population. Alors oui, on parle de confinement, on parle de déconfinement, mais on est toujours isolé. La lutte contre l'isolement, c'est tout le temps pour nous, et en effet, pas que pour des moments de crise sanitaire. On a été référencé, et grâce à notre président du conseil départemental de la Gironde, sur le site du gouvernement, donc suite à un rapport qui a été demandé par notre ministre de la Santé dans le courant du mois d'avril, et le rapport final a été présenté au mois de juillet, pour pouvoir présenter des solutions sur la lutte contre l'isolement des personnes âgées et des personnes fragiles. La carte que je vous ai mise à côté vous permet aujourd'hui de voir quels sont les principaux indicateurs de prédisposition territoriale à l'isolement des personnes. Et vous voyez bien qu'en dehors de quelques métropoles, la France est un pays qui est malgré tout dans une prédisposition d'isolement ou de situation d'isolement dans ses campagnes fort prononcée donc sur tout le territoire. Le gouvernement et donc du coup nos acteurs du territoire nous ont identifiés comme un pôle de ressources de proximité. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire simplement qu'on est aujourd'hui des acteurs opérationnels sur un territoire et qu'on est en capacité d'écouter les différents acteurs que l'on rencontre, les collectivités, les associations, les professionnels de santé avec qui on travaille. Je suis moi-même professionnelle de santé, je suis infirmière de formation, je suis ingénieure de santé publique maintenant, mais voilà, tout notre travail aujourd'hui, c'est d'être à l'écoute de ces besoins et de pouvoir se dire qu'aujourd'hui, on a la capacité d'amener des solutions réfléchies par un ensemble. Alors, comment on va réfléchir ces solutions? Tout simplement, comme je vous l'ai expliqué juste avant, en partant de ce concept de dire que, et je ne sais plus quelle est la personne qui nous le disait tout à l'heure, c'est plutôt que Ruralytic, vous alliez à Ruralytic, Ruralytic vient à vous. En fait, le concept, c'est exactement le même. Plutôt que tout se passe à l'extérieur et qu'on aille vers les événements, notre travail, ça a été, l'idée de départ de Proxy Santé, c'est d'être au plus près des gens et d'amener les solutions qui se passent dans les grandes villes au plus près du public. Et pourquoi pas de faire que des événements comme j'allais dire, la semaine du diabète ou le mois sans tabac, ou etc. Donc que toutes ces choses puissent venir directement dans des espaces où, parce qu'on est un petit village, où on a 180 habitants, ou qu'on en a 1200, ou qu'on en a 5000, on ne puisse pas avoir la possibilité de faire venir ces dispositifs. Donc notre idée de départ, c'était vraiment d'amener au plus près des gens tous ces dispositifs nationaux pour en faire justement pour réduire une inégalité d'accès à l'offre, et à l'offre de santé publique en priorité, de promotion et de prévention pour la santé. On a été des facilitateurs. C'est comme ça que nous ont perçu les différents villages qui nous ont reçus, c'est-à-dire qu'en fait, on est arrivé avec ce dispositif clé en main, avec des animateurs expérimentés, avec des gens formés. C'est pour ça qu'on vous a laissé sur le côté. Notre travail, certes, c'est le maintien en santé, mais c'est également de travailler sur l'activation de la microéconomie locale, de développer les compétences locales et d'utiliser les dispositifs pour pouvoir faire que les gens connaissent ce qui se passe autour d'eux et puis s'en saisissent pour faire des choses intéressantes. Donc, on a été positionné comme un facilitateur de territoire, pôle de ressources de proximité tel qu'on a été étiqueté par l'Agence régionale de la santé. Et du coup, le Covid, en fait, a accéléré en tout cas, ce confinement a accéléré une de nos compétences, qui était de mettre les gens en lien. Comment on a pu réussir à faire ça? Tout simplement parce que nos professionnels, et Jean-Luc entre autres, et toute l'équipe, Laurence qui doit être peut-être présente dans les personnes qui sont à côté de nous, se sont formés à la transmission de l'utilisation du numérique. Parce qu'aujourd'hui, vous avez tout et n'importe quoi qui existe sur le numérique, des tas de plateformes, on a des tas d'applications, donc on a la M-Santé, on a ces capacités aujourd'hui à aller vers ces outils numériques. On a vu exploser la téléconsultation et la télémédecine. On parle de désertification médicale et on dit, OK, on a des nouvelles solutions quand les gens sont confinés pour pouvoir leur permettre l'accès. Super. Moi, je dis, on a vraiment des technologies, on est très en avance en France pour faire ce genre de choses. Sauf qu'on a juste un petit peu oublié
que les gens qui vont être des utilisateurs sont des personnes qui ont besoin aujourd'hui d'intégrer dans leur pratique et dans leur quotidien l'utilisation de ces outils. Parce que tout le monde n'a pas l'agilité, j'allais dire, de cet outil, qui est un téléphone portable. Tout le monde n'a pas l'agilité d'utiliser un ordinateur ou une tablette. Et que quand on vous dit au téléphone en période de confinement, quand vous voulez aller vers un médecin, appelez ou allez sur la plateforme, prenez un rendez-vous sur... Alors, je ne vais pas faire de publicité pour aucune des plateformes de télémédecine, mais vous en connaissez forcément beaucoup. Prenez le rendez-vous et mettez-vous en téléconsultation. Je pense que ça n'est pas forcément facile pour tout le monde. Et il faut aller vers, j'allais dire, une discussion qui va permettre, enfin en tout cas des pratiques qui vont permettre aux gens de se saisir de ces outils avec beaucoup plus de facilité et d'agilité. Donc ça, c'est aujourd'hui notre travail, c'est de faciliter l'usage du numérique en santé et en social, et dans le champ du social, parce qu'aujourd'hui, tout est dématérialisé, et que pour aller vers ces pratiques, il faut vraiment qu'on puisse déjà rentrer dans cette capacité. Comment on a réfléchi l'évolution de notre, j'allais dire, de notre capacité à être itinérant et accessible par le biais des consultobus? Tout simplement en dotant ce consultobus de technologies satellitaires. Donc, comment on a mis ça? Tout simplement, on a été avec un partenaire qui s'appelle Numérisat, on a équipé nos véhicules avec des antennes satellites. Et dans toutes les zones aujourd'hui qui sont considérées comme des zones blanches ou à faible connectivité, on est en capacité aujourd'hui d'amener la technologie par le biais de la télécommunication et de faire en sorte que dans des zones où en gros il se passe, on ne peut rien faire. Je donne juste l'exemple d'un petit village dans le Lot-et-Garonne où quand vous arrivez avec votre téléphone portable, il y a écrit aucun service. Et le maire de ce village, pour recevoir un mail, met 2 heures. Donc, parce qu'ils ont à peine la DSL. Et du coup, ce monsieur nous a expliqué qu'il était obligé de monter 1 heure par jour en haut du village où il y a une connexion 4G pour pouvoir recevoir les mails et passer des coups de téléphone. Donc ça, aujourd'hui, c'est l'existence, c'est la réalité. Et donc, grâce à un consultobus équipé d'un système de télécommunication, on va pouvoir faciliter justement la télétransmission ou la réception de certaines données, et notamment des données Internet, puisque c'est Internet par satellite. Mais également, on va doter aussi notre véhicule et, j'allais dire, les gens qui travaillent avec nous de différents types d'outils. Ces outils vont permettre tout simplement de rendre service, j'allais dire, et de pouvoir récupérer certains types de données pour aller les transmettre vers des sites un peu plus spécialisés. Je vous donne un exemple. Quand vous avez besoin d'envoyer ou de faire un électrocardiogramme en urgence, un médecin, une infirmière pour un patient qui est à domicile, à part de passer un coup de téléphone et d'essayer de faire venir au plus vite le SAMU ou le SDIS, on a un peu de mal à envoyer ces images. Bien, grâce à ces outils que l'on a, qui sont ces fameux outils connectés que vous voyez ici, soit sous forme de Smart Medicase ou soit de Smart Medibag, on va pouvoir faciliter la transmission de données de santé aux professionnels de santé d'un territoire. Ça, c'est la deuxième chose. Mais comment font les gens pour lancer des alertes? Comment les gens à leur domicile qui ne peuvent pas forcément sortir de chez eux vont pouvoir communiquer ou être informés du passage de ces différents dispositifs et de l'équipement des professionnels? Tout simplement parce qu'on va pouvoir positionner chez ces gens qui sont isolés un système donc de déclencheur d'alerte par le biais d'un écran tactile et d'un outil montre connectée qui permet la géolocalisation. Je rentre un peu plus dans les détails si vous avez besoin après. Mais les gens vont pouvoir, par le biais de ces outils, je vais vous décrire ça après, vont pouvoir recevoir des informations instantanément pour savoir quels sont les types de services qui sont à proximité de leur domicile. Donc voilà comment on a fait évoluer et que la crise sanitaire nous a fait évoluer le dispositif en travaillant avec les collectivités et avec la nécessité aussi pour les collectivités de se doter d'un nouveau service qui s'appelle le service santé ou santé publique, puisqu'en fait, dans ces phases-là de crise sanitaire, les collectivités ont été obligées ou ont été dans cet effort-là d'aller vers la santé quand ils se sont retrouvés
retrouvait un peu isolé de tout et de tous les services qui étaient à mettre en place, notamment distribuer des masques, mettre en place des gestes barrières, etc. etc. Notre évolution des activités itinérantes. Aujourd'hui, concrètement, comment ça peut se passer? Dans un modèle santé, travailler l'inclusion numérique pour faciliter la e-santé. La e-santé, c'est la santé connectée. On parle aujourd'hui de téléconsultation, on parle de déserts médicaux, on parle d'accès aux soins avec des dispositifs tels que la téléconsultation, la télémédecine, mais on a différents services à proposer qui sont un peu plus larges que ceux de la télémédecine, qui sont la téléassistance, la télésurveillance, la téléexpertise. On a perdu. Ah, vous m'avez plus? On a plus de son. Ça va partir, c'est bon, ça a coupé. Ah, vas-y. C'est revenu? C'est revenu, oui. Voilà, donc aujourd'hui, il faut comprendre que pour accéder à ces services de télésanté, donc il faut pouvoir, et c'est comme ça que je vous le présente, il faut pouvoir organiser, alors on met en ruralité, mais également sur des territoires ou des quartiers prioritaires, parce qu'on s'est bien rendu compte que les déserts médicaux ne sont pas juste dotés, enfin ne sont pas juste assimilables aux problèmes de la ruralité. Des déserts médicaux, vous en avez dans les grands quartiers. Et aujourd'hui, on se retrouve avec des endroits, et je me rappelle très bien discuter à Neuilly-sur-Seine, d'avoir un médecin pour 14 000 personnes. Donc, vous imaginez bien que les déserts médicaux, il y en a partout, et ce n'est pas forcément lié qu'à la ruralité. Donc, aujourd'hui, comment on peut travailler cette notion-là? On l'a réfléchi de cette façon, c'est-à-dire qu'en gros, il serait possible de positionner, alors là, je vous ai mis un exemple d'une communauté de communes, d'une 50aine de communes qui se situe en Gironde, mais ça aurait pu être n'importe quelle communauté de communes. Donc voilà comment on a l'intention de travailler, et c'est pas sorti que de notre chapeau, c'est vraiment sorti de toute l'expérimentation que l'on a avec les maires des communes avec qui on a travaillé ces dernières années. Donc de mettre en place j'allais dire, un relais de télémédecine fixe, vous regardez sur cette communauté de communes, 1 pour 5 communes. Vous regardez et on essaye toujours de faire en sorte qu'on ait des relais télémédecine fixes et qu'autour, voilà, que ce soit des tout petits villages ou des villages de plus grosse envergure. L'intérêt, c'est de faire une couverture territoriale. Donc, ce relais de télémédecine a comme objectif d'amener à la population, et parce qu'il y a un professionnel de santé qui est l'animateur de ce système-là, une infirmière ou un pharmacien. On a vu tout à l'heure que les infirmiers et les pharmaciens ne sont pas en manque sur les territoires. Donc, on peut travailler avec eux. Ils sont suffisamment nombreux pour qu'ils puissent donner, en termes de données, je veux dire, c'est dédié un temps spécifique pour l'animation de ce relais de télémédecine. Comment on va faire en sorte que les relais de télémédecine soient connus par la population? Déjà, nous, avec notre consultobus, on va pouvoir, avec la technologie qui sera la même que on sera identiquement équipé, sauf qu'on est itinérant, on va pouvoir créer une tournée dans tous les petits villages qui n'auront pas le relais de télémédecine, qui sont à côté et qui pourront avoir et bénéficier du service, mais tout en restant dans la communication, de dire qu'à proximité, dans un rayon de 5 à 10 km grand maximum, ils peuvent quand même continuer à bénéficier de ce service de téléconsultation qui va être positionné dans un lieu fixe. Et ce qu'on fera en même temps sur ce dispositif-là, c'est de permettre à tous les professionnels de santé du territoire d'avoir accès à un outil portatif qui permettra à chaque professionnel, j'allais dire mobile, une infirmière libérale en particulier, pourquoi pas des kinés si on avait besoin, on a des kinés qui font encore du domicile, un médecin qui a de plus en plus de mal à faire de domicile, mais d'avoir ce dispositif itinérant. Et dans le Smart Medibag, en fait, on a la possibilité de faire la même chose que l'on fera dans le consultobus ou dans la station de télémédecine avec des outils connectés pour aller prendre la tension, pour aller faire une image, pourquoi pas, d'une plaie chronique, pour pouvoir aller faire des fonds de gorge avec des objets connectés, pour pouvoir faire de la consultation ORL, ou de la même façon de pouvoir avoir un rétinographe et de faire une consultation ophtalmo pour des problématiques d'urgence ou des problématiques de suivi.
Donc, nos professionnels de santé peuvent se doter de cet outil. Ils ne sont pas obligés d'en avoir un chacun. Il peut y en avoir un pour un ensemble de professionnels. Et l'intérêt, c'est de se dire que voilà, tout le monde est doté du même outil. On travaille sur la communication interprofessionnelle, cette interopérabilité, et on peut arriver à amener des solutions qui permettent à tous les gens qui sont dans ces petits villages et qui sont un peu dépourvus de spécialité, et pour en avoir encore discuté ce matin avec un président de communauté de communes, les spécialités de dermato, de gynéco, d'ophtalmo, voire de cardio, on a des délais aujourd'hui d'attente pour avoir des consultations, et quand la consultation est à proximité, c'est bien, mais quand la consultation est à une soixantaine de kilomètres, c'est toujours plus compliqué pour pouvoir aller accéder à ces différents dispositifs. Donc aujourd'hui, voilà, le modèle qu'on pourrait avoir pour une communauté de communes appliquée à la santé, c'est celui-ci. Ce qu'on peut avoir derrière, donc, et comme vous l'avez compris, ce sont les services qui sont assurés par ces dispositifs-là, donc télémédecine, télésurveillance. Nous, notre travail, c'est pas de proposer une plateforme, c'est pas j'allais dire, de faire en sorte que ce soit nous qui faisions. Nous, on vous met en place le dispositif et on vous permet d'accéder aux outils, de faciliter la prise en main, de construire le modèle qui est adapté à chacun des territoires en fonction des besoins. Et il peut être qu'à Colobrières, ou peut-être que, je suis désolée, j'ai juste oublié la commune du monsieur de la Seine-et-Marne, c'est ça? Mais voilà, vous avez la possibilité d'avoir un dispositif qui sera totalement adapté à vos besoins du territoire. On n'est pas là pour faire un modèle généraliste. L'intérêt, c'est de réfléchir avec vous à l'équipement qui est nécessaire, de commencer par ce dont, j'allais dire, la priorité s'annonce. Si vous avez des médecins qui s'en vont, et ce matin, ce qu'on avait eu dans la discussion avec ce fameux maire, c'est de dire, bon, mais voilà, aujourd'hui, on a 2 médecins, un de 54 ans, un de 59 ans. Dans 4 ans, le médecin s'en va et il laisse, écoutez bien ce que je vais vous dire, parce que la moyenne, on dit qu'un médecin, c'est à peu près 800 à 900 patients. Ces 2 médecins, à eux seuls, en ruralité, assurent 3800 suivis de personnes. 3800. Donc, chaque médecin a 1900 personnes aujourd'hui à sa charge. Un médecin qui s'en va dans 3-4 ans, on le sait, s'il n'est pas remplacé, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez avoir 1900 personnes qui vont se retrouver sans médecin. Il faut qu'on réfléchisse et qu'on anticipe aujourd'hui ces problématiques de vieillissement de notre population médicale. C'est indubitable, on sait que ça arrive. Et aujourd'hui, ce n'est pas parce qu'on a facilité l'accès à la formation des médecins qu'on a les moyens en France de faciliter l'augmentation de formation. En France, aujourd'hui, il faut 10 ans. Donc, nos problématiques de remplacement et d'attractivité pour les médecins sont à réfléchir ensemble et dès maintenant. Donc ça, c'est le travail qu'on peut vous proposer grâce à tous ces services que l'on peut assurer. Je continue dans mon modèle de présentation. L'inclusion numérique, c'est aussi pour faciliter, comme je vous le disais tout à l'heure, l'accès aux services et garder le lien. De la même façon que l'on a expliqué tout à l'heure comment on pouvait permettre aux professionnels de mettre en place un dispositif médical, aujourd'hui, on doit permettre... Oui, je sais qu'il nous reste 5 minutes. On va pouvoir faciliter aux personnes qui sont isolées la communication et de savoir que les services existent. Comment on va faire ça? Grâce avec notre système Colibri, donc ce fameux écran que vous avez ici en présentation. Et le système Colibri va permettre aux gens de connaître, j'allais dire, ce qui se passe en termes de communication organisée. Voilà qu'est-ce qu'il va assurer. C'est un écran tactile de télésurveillance assistée à domicile, mais qui a comme avantage de fonctionner un petit peu comme ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, avec un système de messagerie, un peu comme du WhatsApp. On peut faire de la visio et on peut faire du message écrit à la personne qui le reçoit, qui n'a pas de possibilité de répondre, mais au moins elle reçoit le système. Elle peut appeler des contacts, sa famille, aussi bien qu'un service social ou un service de conciergerie si on était dans des quartiers isolés, mais elle peut également, en 24/24 et 7 jours sur 7, accéder à une plateforme de médecins
qui sont en France, qui sont du côté de Rennes, me semble-t-il. Voilà, notre plateforme de médecins est à Rennes, et qui peuvent avoir un conseil. On n'est pas encore dans la téléconsultation, on est dans du conseil médical avec une capacité de télérégulation de la demande médicale d'une personne qui est seule et isolée chez elle et qui a besoin à un moment donné d'être entendue sur une problématique de santé. Donc voilà à quoi va nous servir cet outil positionné chez la personne et faciliter justement le lien entre les services, entre les professionnels de la collectivité sociaux, mais également les professionnels de santé. Ça, c'est le plus de ce fameux dispositif. Juste pour vous montrer comment aujourd'hui s'articulent ces deux modèles, si vous avez sur un territoire, aussi bien qu'un petit village ou à proximité d'un village, d'un système un petit peu plus grand, tous ces outils qui sont à votre disposition, on peut commencer aujourd'hui à réfléchir à un modèle d'organisation nouveau qui intègre les pratiques de tout le monde. Vous allez avoir certes la collectivité, le service de la DMR ou du CCAS. Vous allez avoir, pourquoi pas, les privés qui aussi font des sociétés de services à la personne. Mais les associations locales qui vont pouvoir, elles, être des supports pour certains types de patients. Je pense à l'Association française des diabétiques, je pense à France Parkinson, je pense à toutes ces associations qui ont vraiment du sens, des associations de cancérologie. Imaginez bien que tous ces gens-là ont besoin aussi de rester en lien et tous les gens ne peuvent pas sortir mais ont besoin d'avoir des communications. Et comment on va garder le lien? Tout simplement parce qu'on va mettre, au-delà d'un système j'allais dire technique, avec ces outils, on va y associer de l'humain. Comment on associe de l'humain? En ayant nos facilitateurs d'usage, nos fameux binômes, nos boss, on les appelle comme ça, les boss des quartiers, les boss de vos communes. Ce sont eux les boss, ce seront ces petites brigades opérationnelles sociales santé qui vont être donc ni plus ni moins que des binômes de personnes qui connaissent le territoire, qui sont ancrés dans le territoire et qui connaissent tous les acteurs. L'objectif également dans ce dispositif, c'est de faciliter l'insertion et de faciliter l'insertion à l'emploi, mais aussi des insertions sociales et de réinsertion ou de faciliter aussi l'accès à certains nouvelles professions des jeunes et de permettre également à nos collectivités de travailler l'attractivité, le dynamisme. Aujourd'hui, on a besoin d'avoir du dynamisme dans nos campagnes. Donc, il est important de pouvoir continuer à travailler une attractivité. Parce qu'aujourd'hui, ce qu'on est en train de se rendre compte dans toutes les discussions que l'on a, c'est justement que nos territoires, on parle de déserts médicaux, mais on parle de déshérence. Et la déshérence urbaine ou la déshérence, j'allais dire, rurale, c'est la perte d'une économie locale. Et ça, c'est très important pour nous, dans un dispositif comme celui-là, de conserver, j'allais dire, une attractivité pour travailler la pérennité d'un dispositif comme celui-là. Donc ça, c'est important. Si je vous montre le dernier dessin, et on s'arrêtera là, on pourra après échanger, vous imaginez que ça, c'est tout l'environnement dans lequel vous vivez. Vous pouvez être dans cette petite maison. À côté de chez vous ou à distance de chez vous, il peut y avoir un EHPAD. Il peut également y avoir une maison de santé où vous avez plusieurs professionnels. À une 50aine de kilomètres, il peut y avoir un petit hôpital, une clinique ou un établissement de santé, voire un CHU, pourquoi pas. Et vous êtes dans votre village. Dans ce village, il y a peut-être qu'une pharmacie, mais il y a aussi peut-être les professionnels de santé, un médecin, des infirmiers. Tous ces gens-là animent, j'allais dire, autour d'un village ou autour d'un lieu de résidence, animent des systèmes. Voilà. On est tous autour d'un système qui associe le social, la santé, l'économie. On est tous des acteurs de ce monde dans lequel on évolue, de cet environnement. Et aujourd'hui, on est en capacité de pouvoir créer une dynamique en étant tous ensemble et en travaillant tous ensemble grâce à ces outils et ces nouvelles technologies qu'on nous met dans les mains, mais pour lesquelles, en fait, on n'a pas tous une agilité.
Notre travail, nous, en tant que Proxy Santé Développement, c'est d'être ce facilitateur pour vous permettre de connaître tout ce système et de faire en sorte que ça fonctionne. C'est ce qu'on est en train de faire aujourd'hui. Ça fonctionne sur certains territoires et on vient de l'expérimenter avec ici sur Floirac, on est en Gironde, donc sur le territoire, on va dire, de la rive droite. On est dans du semi-urbain et on est en train de s'exporter sur des communautés de communes de l'entre-deux-mers girondin, en plein milieu des ruralités, en plein milieu des vignes. On a un cœur de pays, mais on est ravis de pouvoir y participer et ça fonctionne très très bien. Et aujourd'hui, ce qu'il est important, c'est de se dire qu'on peut faire ça avec tout le monde et que ce modèle s'appuiera sur nos expérimentations et sur le fait qu'on puisse aller exporter ce modèle-là. J'entends Colobrières qui est dans, si je ne me trompe pas, on est bien dans le Var. J'avais une de mes amies infirmières libérales qui habite ce village, qui est maintenant à la retraite et que j'espère toujours en bonne santé. Et voilà, et je sais qu'aujourd'hui, tous ces besoins-là et ce que je suis en train de vous expliquer, je crois que j'ai vu une de mes homologues aussi de la Guadeloupe, je sais qu'elle est connectée, il me semble que je l'ai vue, Pauline, sur les gens qui se sont connectés. On a besoin de ces dispositifs et on a besoin de tous travailler ensemble pour trouver des solutions. Le Covid, aujourd'hui, j'allais dire, n'est qu'un révélateur de nos dispositifs et de ce dont on a besoin. Il faut qu'on arrive à faire tout cela et qu'on puisse, qu'on puisse s'appuyer sur nos expériences. Il est 18h05. Je pense que j'ai terminé avec ce que j'avais à vous présenter aujourd'hui. Et Nicolas, si tu en es d'accord, on peut ouvrir les micros de tout le monde pour qu'il me pose des questions et voilà. Absolument, Véronique. Merci beaucoup pour cette intervention claire, nette et précise. Félicitations pour la qualité, notamment des slides. Ça résume tout. C'est très net, très clair. Et je pense qu'effectivement, il y a un grand avenir et ça répond à un véritable besoin de terrain, et notamment avec la diminution des nombres de médecins et la nécessité d'apporter au plus près du malade une solution. Ça m'intéresse déjà pour ma mère. Si je pouvais la surveiller en permanence à distance, ce serait fantastique. Mais là, on va peut-être aborder la question du droit privé, de l'ingérence au niveau des personnes un peu dépendantes, un peu en agence, en dépendance. Donc, à vous de poser des questions à Véronique. Je vous laisse la parole. Oui. Quelqu'un a-t-il une question? Oui, moi j'ai une question. C'est Yves, donc maire de Champeaux, en Seine-et-Marne. Ma question est la suivante. Pour votre commune. Vous m'entendez? Non. Il y a plusieurs personnes qui prennent la parole en même temps. Donc, on va laisser la Seine-et-Marne parler, puis ensuite, on prendra le... D'accord. Merci pour la Seine-et-Marne. Donc, ma question est la suivante. Effectivement, on a des personnes isolées, mais qui sont pas très rompues aux outils numériques. Donc, va se poser certainement le problème de l'accessibilité à ces outils. Quelle est votre réponse par rapport à ça? Ça, c'est simple. Jean-Luc, je te passe le relais. Vas-y. Bonjour à tous, donc je suis Jean-Luc, pour ceux qui n'étaient pas là tout à l'heure, donc je suis chargé du développement avec Véronique de tout ce magnifique dispositif. L'usage du numérique, monsieur, il est simple. Ce n'est pas l'écran que vous voyez, c'est pas une tablette. La problématique qu'on a rencontrée pendant le Covid, c'est qu'aujourd'hui, de grandes marques, Véronique vous la présente, ont mis en place des tablettes, ou vont faire des tablettes dans les EHPAD, un certain nombre de choses. Aujourd'hui, il faut être conscient que une tablette, c'est quelque chose de très compliqué pour les personnes qui n'ont pas l'usage du téléphone. Et les personnes ont un téléphone et elles savent juste faire un SMS. Donc là, c'est une tablette tactile, un écran tactile. Et ça ne peut être qu'un écran tactile. Donc il est très simple. On appuie sur un contact et on a un visio. On reçoit un SMS, mais on ne peut pas y répondre. On reçoit une photo, on clique sur la photo et on voit la photo du petit dernier ou du mariage ou de ce que vous voulez.
Cet écran aussi peut permettre, grâce à un bracelet, de faire un bracelet simple. On appuie sur le bracelet, on donne une alerte parce qu'on est tombé dans son jardin. Sur l'écran lui-même, il y a un gros bouton rouge que Véro peut vous montrer, sur lequel on peut alerter un service d'urgence. Donc, en fait, c'est très simple à utiliser. C'est extrêmement simple. On a vu, nous, dans les EHPAD ici, des gens qui avaient des tablettes et on leur demandait, pour se connecter, d'aller sur Google, d'aller sur le net, ainsi de suite. Ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, l'écran, il s'allume, il est allumé en permanence et c'est tout. Et tout vient tout seul. Et pourquoi il y a des gros boutons, comme vous a présenté Véronique, sur des médecins ou éventuellement, si c'est des communautés de communes, des CCS ou des centres sociaux qui prennent en charge l'achat de ces tablettes, de ces écrans, pardon, pour les personnes, c'est que derrière, vous pouvez par service avoir ce qu'on appelle un portal, un service de connexion sur lesquels vous pouvez, vous, communauté de communes ou vous, communes, envoyer des messages des messages du style « on est passé en alerte Covid, on passe en alerte canicule, attention, ce matin, c'est plus Nathalie qui va venir, mais c'est Natacha qui viendra comme aide à domicile ». En fait, il y a tout un système. L'écran, il est hyper simple à utiliser. Donc, franchement, il n'y a rien de plus simple que cet écran. Voilà, tout simplement. Donc, et derrière, comme vous l'a dit Véronique, nous avons nos brigades opérationnelles santé sociale qui, elles, seront formées. Et lorsqu'on va installer cet écran chez les personnes, il faut à peu près 1 heure. Pourquoi? Parce qu'on demande à la personne d'être là, on demande à la famille d'être là, à l'aide à domicile d'être là, et la formation se fait tout simplement en moins d'1 heure. Ces brigades-là seront là pour intervenir en permanence pour que les gens, s'ils ont un doute, pour leur montrer comment on l'utilise. Et franchement, il y a sur Florac 3 écrans qui sont en fonctionnement chez des gens qui ont 80, 85 ans, et je peux vous dire que ça marche très bien. Merci beaucoup. D'autres questions? Est-ce que vous m'entendez? Oui, oui. Oui, absolument. Gérard de Marseille. Moi, je suis un peu curieux. Ancien professionnel de santé à la retraite, je trouve ça admirable. Mais est-ce que vous pouvez nous parler du réseau que vous avez monté avec ce système? Vous ne l'avez pas évoqué. Alors, voilà, je n'ai pas évoqué. Aujourd'hui, on s'appuie sur un système qui nous a permis… Est-ce que tout le monde m'entend bien? Oui, oui. Ça coupe un peu, voilà. Bien. Donc, ce réseau, en fait, on l'a constitué, il ne date pas d'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'en gros, on est sur le terrain depuis 2008, on est des acteurs de territoire, et donc, en fait, on a constitué un réseau qui a aujourd'hui 330 médecins généralistes. Et ces médecins, en fait, aujourd'hui, c'est des médecins qui ont eu affaire à nous par le biais de ce fameux… de nos fameuses animations santé publique, donc dans le champ des maladies chroniques, mais également ensuite quand le département nous a permis de faire des animations dans les ruralités, on a pu réaliser des liens avec les gens qui ont participé à nos animations. Et le fait d'aller en collectivité, en fait, on a obtenu pendant plusieurs années, depuis 2016, la possibilité d'intervenir sur des villages. Et donc, en Gironde, on a fait une quarantaine de villages. On a été dans la Vienne, pareil, on a fait 20 x 20 villages, etc. Donc, en fait, le réseau s'est constitué de la sorte. C'est-à-dire qu'en gros, et après, c'est un effet, j'allais dire, boule de neige, tout simplement. On a un président de département qui a ensuite vu ce qu'on faisait, qui en a parlé, et le réseau s'est constitué comme ça. J'ai l'avantage aussi d'être professionnel de santé, donc le réseau s'est fait aussi avec les professionnels de santé de ma thématique. Je suis infirmière, donc j'ai un réseau d'infirmiers qui s'est constitué, et c'est en fait aujourd'hui… c'est parti d'une expérience professionnelle et d'une volonté en fait de mettre en lien des gens sur un territoire. Vous savez, on nous parlait il y a une dizaine d'années de ça, de la coordination. Or, ce mot-là était partout. Coordonner les gens, coordonner les acteurs. C'était un mot facile, sauf qu'en fait, il a fallu le faire. Et nous, la seule chose qu'on a fait avec un médecin généraliste en créant Proxy Santé,
on a décidé de se dire que certes, on était dans le curatif, mais on avait besoin de faire autre chose. Et en fait, on a associé à nous nos copains, dans un premier temps, nos copains professionnels. Et de fil en aiguille, en fait, au départ, la première année, en 2008, il devait y avoir 4 médecins et 6 infirmières. L'année d'après, il y en avait 19. Et l'année suivante, il y en avait 60. Et pour arriver à un réseau en Gironde de 330 médecins. Mais qui veut dire en Gironde veut dire que c'est possible tout à fait partout ailleurs. C'est-à-dire que c'est l'effet, j'allais dire, c'est l'effet de proximité et de travail. Et j'allais dire, s'il y a quelque chose qui a permis de constituer le réseau, c'est aussi une déontologie. Parce qu'en fait, on a été très clair sur nos intentions dès le départ en disant, on n'est pas là pour prendre quelque chose à quelqu'un. Et je le redis, et Jean-Luc vous le dira aussi, partout où l'on passe aujourd'hui, on est juste là pour travailler la complémentarité à l'existant. Et ça, c'est la priorité, c'est-à-dire de garder une déontologie dans la façon que l'on a de faire et de dire aujourd'hui, on amène de la santé publique, on amène de la prévention et de l'éducation, et même si on est professionnel de santé, on ne vient pas vous prendre vos soins, on ne vient pas prendre quelque chose à quelqu'un, on vient juste amener une compétence supplémentaire, et c'est ça qui a fait qu'aujourd'hui le réseau fonctionne. C'est d'être clair dans l'intention de ce qu'on avait envie de faire sur la ruralité pour travailler ensemble. Et ça, je peux vous dire, je ne sais pas, du coup, je vois juste votre pseudo à vous qui m'avez posé la question, mais voilà, je peux vous dire, voilà, je ne sais pas qui vous êtes, excusez-moi. C'est pas grave. Voilà, mais c'est juste pour vous dire que ce réseau, il est constitué parce qu'il y a une déontologie et parce qu'il y a une véritable volonté et une véritable compréhension de ce qu'on est en train de faire. Voilà. Ok, les soutiens financiers sont assurés par la sécurité sociale, par des organismes? Différents modes de... On a eu différents soutiens. On a eu différents soutiens. Quand on était associatif, on avait des subventions annuelles qui ont été portées par le département, par l'Agence régionale de la santé. On a été en effet soutenu avant le passage par l'ARS, par la Caisse primaire d'assurance maladie pour développer des programmes d'éducation, un programme d'éducation thérapeutique voilà. Donc, en fait, ce que ça a généré aussi auprès des professionnels, c'est que pour les utilisateurs, c'était gratuit. Et ça, c'était très important parce qu'on s'est toujours débrouillé, nous, à vouloir toucher les personnes qui en avaient le plus besoin. Laurence serait là et peut-être qu'elle est qui a fait nos bilans, mais elle vous dirait que tous les rapports d'activité qu'on a fait, on a pu montrer qu'en situation de fragilité, on en touchait quasiment 1 sur 2 des personnes qu'on a rencontrées qui étaient en situation de fragilité. On a fait le score EPIS et l'objectif, c'était de permettre en fait d'accéder à des services, de réduire les inégalités d'accès, alors que ce soit l'accès aux soins, mais aussi à l'aspect social, et de dire qu'aujourd'hui, on est des acteurs de territoire, on a des compétences et mon travail, moi, aujourd'hui, avec toute mon équipe, c'est de dire on a la capacité d'aller mobiliser peut-être des financements pour permettre à des endroits, je vous donne des exemples, une ville de 16 000 habitants pourra plus facilement, par le biais de son budget de commune, proposer un service qu'une commune de 180 habitants n'aura pas. Et aujourd'hui, on a créé des inégalités justement parce que tout le monde n'a pas la même facilité. Si nous, en tant qu'opérateurs de terrain, on est en capacité d'aller chercher des budgets par le biais de nos actions de santé publique ou notre dispositif, et aujourd'hui, je ne sais pas si vous étiez là juste avant le démarrage, mais Sébastien le disait, aujourd'hui, on a le CNES, le Centre national d'études spatiales, qui vient pour expérimenter les systèmes de télécommunication. Le CNES va nous apporter à nous des supports financiers pour pouvoir aller dans les communautés, pour pouvoir aller dans les villes, pour pouvoir aller partout et pour pouvoir aller amener cette expérimentation. Donc, on va s'appuyer sur ces budgets-là. Alors oui, ça sera un budget ponctuel. Il va durer 10 mois. Mais aujourd'hui, quand on va se déplacer avec Jean-Luc ou avec nos autres interlocuteurs et nos autres collaborateurs sur les territoires et qu'on va venir vous amener cette solution, saisissez-vous-en. Vous avez la capacité de l'expérimenter. Ça amènera une solution, ça n'en amènera pas. L'intérêt, c'est de se dire, travaillons ensemble sur cette intelligence collective à mettre en place des choses ensemble
et on pourra peut-être y arriver. Nous, c'est notre travail d'essayer de vous amener des supports financiers, mais on va pas, je veux dire, on va pas payer tout pour tout le monde, on ne pourra pas le faire. Et c'est ça la collaboration, c'est de réfléchir à cette intelligence collective et de se dire, des budgets, on peut en avoir. Nous, en tant que commune, on peut aller chercher tel budget. Nous, en tant qu'organisme de santé publique, on peut aller en chercher d'autres. Peut-être que des professionnels ou des mécènes vont pouvoir aller mettre eux-mêmes un financement pour soutenir une action. On a des fondations qui nous ont aidés cette année. Ça ne veut pas dire qu'elles continueront pas l'année prochaine. Et voilà, et toute l'intelligence, c'est d'aller faire ce travail ensemble et pas de dire ah ben c'est lui le payeur. Non, c'est pas, on va pas aller targuer l'un ou l'autre. On va mettre j'allais dire nos bonnes capacités et notre capacité financière ensemble sur la table et de dire ben vous pouvez mettre un petit peu, très bien, vous aussi. Mais le petit peu, enfin, on le sait tous, hein, ce sont les petites gouttes qui font les grandes rivières et on y arrive. Et ça fonctionne, je vous jure que ça fonctionne puisqu'on y est arrivé. Véronique, on a une question par écrit, je ne sais pas si vous... Oui, je l'ai vu, c'est monsieur de Pacho. Donc, pour répondre clairement, donc, concernant les écrans, donc les écrans aujourd'hui, c'est un abonnement, mais c'est un abonnement non engageant. C'est-à-dire que on paye le mois acquis. C'est-à-dire que ce n'est pas comme un téléphone où on prend 2 ans, 3 ans, 5 ans d'abonnement. C'est-à-dire que c'est un abonnement au mois. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si par exemple quelqu'un qui s'en va à l'étranger, le jour où on pourra y repartir, veut être rassuré par rapport à sa maman ou à son papa ou à sa grand-mère qui est loin, il prend un abonnement d'1 mois et donc il aura l'équipement. Donc la tablette, elle coûte 34,80 € TTC, il y a un crédit d'impôt dessus de 50%, donc il y a un reste en vue de 17,40 € et une mise en service de 59 € TTC. Pourquoi 59 € TTC? Parce que comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la mise en service, il faut compter une heure à peu près, parce que pour mettre en route cet écran, il faut absolument se connecter donc à notre service, il faut faire des essais de détection, il faut regarder que le micro marche, et ainsi de suite. Donc, il y a un crédit d'impôt. Ça, c'est uniquement si la personne, à titre privé, paye cet abonnement. Si c'est une communauté de communes, si c'est un centre social, si c'est un CCAS qui engage, le prix, il n'y a pas de crédit d'impôt, donc on fait un devis par rapport au nombre de tablettes qui seront subventionnées pour l'essai ou pour faire un essai de cette commune. La deuxième partie aussi, ce qui arrive aussi, c'est que les 17 € qui restent peuvent être pris en charge soit par une mutuelle ou par une prise en charge autre, mais ça peut être aussi une commune qui peut prendre en charge le restant. Donc voilà. Concernant les connexions, mais tout dépend du réseau et tout dépend de la connexion. Et donc là, on ne peut pas vous dire exactement le prix, puisque ce qui se passe, on va dire, en Seine-et-Marne, ce n'est pas la même chose qu'à Florac ou à Colombrières ou ailleurs. Donc il faut que nous, pour la connexion, effectivement, à partir du moment où on connaît le nom et l'endroit où c'est, eh bien, on peut y répondre. Voilà. On fera des études. En fait, c'est tout le travail qu'on va faire avec le CNES, justement, et qui permettra d'aller sur chacun des sites qui nous feront la demande, et on fera ces analyses de connexion, et on a des solutions bien évidemment à proposer, puisque c'est aujourd'hui tout l'enjeu de ce projet avec le CNES. Je vais répondre aussi à l'autre question où c'est Achille Hourde. Est-ce que vous pouvez nous aider pour construire les CPTS qui sont les structures proposées dans le cadre du plan santé 2022? Évidemment que c'est tout l'objectif de ces fameuses, j'allais dire, nouvelles organisations de coordination territoire santé. Bien sûr qu'on va pouvoir vous apporter des réflexions, vous aider à faire ce travail-là. C'est tout l'enjeu justement de ma santé, du plan santé 2022. Excusez-moi, moi je suis un petit peu candide. C'est quoi un CPTS? Ce sont des nouvelles organisations qui ont été demandées par notre président dans le cadre de Ma Santé 2022 et qui sont des organisations, des professionnels de santé pour un territoire, pour répondre à des missions particulières justement sur des organisations qui tiennent compte en fait des professionnels de santé, de l'offre de territoire, et qui se dotent d'une mission en fait d'organisation territoriale
réfléchi et qui intègre, j'allais dire, le plus grand des dispositifs. Ils sont financés par les agences régionales de santé et sont autorisés, ces CPTS, par les agences régionales de santé. Et elles doivent être construites sur un modèle bien évidemment cadré pour répondre en fait au même cahier des charges voilà, qui est positionné par les agences. On peut même aller plus loin aussi pour certains endroits. Il y a des endroits où des gens ou des maires ont construit des maisons de santé qui sont vides, qui ont dépensé des millions d'euros et qui se disent aujourd'hui, on n'a pas de médecin et on est obligé de payer 10 000, 15 000 euros pour faire venir le médecin et sa famille. Et la problématique que l'on rencontre aujourd'hui en tant que maire, on nous dit, mais voilà, on a dépensé de l'argent du bien public et de la communauté, et aujourd'hui, pour le remplir, il faut mettre un médecin. Donc l'idée que l'on a, nous, à Proxy Santé, c'est de faire en sorte que ces lieux qui existent, ça peut être aussi chez les bailleurs sociaux, ça peut être un petit peu partout, c'est qu'à l'intérieur, on y mette des choses qui sont très intéressantes. Ça peut être une station de télémédecine où il y a quelqu'un qui vient, donc comme vous expliquez Véronique. Ça peut être aussi un certain nombre de spécialistes comme des cardios, comme des podologues, comme des dermatos. Et à l'intérieur, on peut y mettre du numérique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans certains endroits, aujourd'hui, quand on a besoin d'un renseignement, on va donc dans un centre social, on va à la mairie, on va quelque part, et entre-temps, les gens, ils sont tellement perdus parce qu'ils ont fait tellement de services qu'ils se sont perdus. Et bien, dans ce local-là, on peut y mettre tout, c'est-à-dire que c'est la maison du bonheur, c'est-à-dire qu'on peut y mettre un médecin grâce à la télémédecine, on peut y faire venir un spécialiste, on peut y faire du numérique puisque les boss, comme on vous expliquait, sont formés au numérique, à l'usage du numérique, c'est-à-dire quelqu'un qui ne sait pas consulter son compte Amélie ou qui ne sait pas consulter, par exemple, comment il fait pour aller à la CAF ou comment il ne sait pas consulter, comment il peut avoir un écrivain public ou un certain nombre de choses, donc on peut y mettre. Mais on peut y mettre aussi, dans ce lieu, un certain nombre d'associations qui font le maillage du territoire. Aujourd'hui, il y a des associations qui n'ont pas le locaux et qui peuvent faire des actions qui se retrouvent démunies. Donc, en fait, l'idée, c'est de se dire qu'aujourd'hui, à travers ce médecin de demain, qu'on peut appeler ça comme ça, à travers le numérique, on peut faire un certain nombre de choses et on ramène au plus près des gens quelque chose qui soit numérique, l'usage du numérique, la médecine. Et comme disait Véronique, on est un complément. On n'est pas là pour prendre le travail des médecins. On n'est pas là pour prendre leur patientèle. On est là pour faire un complément. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez mal à la gorge. Pour avoir mal à la gorge et pour avoir un rendez-vous, je vais vous donner un exemple. J'ai aujourd'hui une maladie, je suis obligé de refaire mon ordonnance. J'essaye d'avoir mon médecin depuis ce matin. Il me donne un rendez-vous dans 15 jours. 15 jours pour avoir un renouvellement d'ordonnance. 15 jours. Et donc, imaginez aujourd'hui quelqu'un qui a mal à la gorge, et qui a 60 ans, 65 ans, et qui a 90 ans, et qui ne veut pas sortir de chez elle parce qu'il y a le Covid, elle est en zone rouge. Aujourd'hui, on est incapable de trouver une solution, à moins qu'on soit de 15 jours, 3 semaines, et peut-être que dans 15 jours, 3 semaines, c'est plus un mal à la gorge que elle aura autre chose. Donc, l'idée, elle est là. Je vous entends très bien. J'entends ce que vous êtes en train de me dire. C'est vrai qu'avoir un renouvellement d'ordonnance ou quelque chose comme ça, c'est bien. Mais si j'ai mal à la gorge, comment fait le médecin à distance pour me palper? C'est la question que j'ai discutée elle est simple. Avec un ami médecin qui disait, c'est bien joli toute cette technologie, mais moi j'ai besoin de voir mon patient. J'ai besoin de lui toucher si ça a mal de gorge, savoir ça. Oui. Comment on fait? Parce que on a des alors effectivement, c'est là. Mais est-ce qu'on n'a pas besoin? Est-ce que le médecin? C'est l'argument. C'est l'argument aujourd'hui qu'on nous sort. On nous sort cet argument systématiquement. Aujourd'hui, on a des appareils numériques qui font qu'aujourd'hui, on peut faire des diagnostics. Effectivement, il n'y a pas la présence. Effectivement, il n'y a pas le tactile. Effectivement, il n'y a pas ça. Mais avec un appareil numérique et une caméra qui va aller dans votre gorge, on peut au minimum voir ce qui se passe. Mais c'est un acte médical dans l'urgence. C'est des soins de premier secours. C'est-à-dire qu'on est dans l'urgence. On est pour poser un diagnostic. Et si il y a un doute, et si la personne revient le lendemain, on lui dit là, vous devez consulter un médecin. Aujourd'hui, on apporte une solution de rapidité. Effectivement, on est tout à fait d'accord avec vous que la machine ne remplacera pas un médecin. C'est pour ça qu'on est un complément du médecin. On ne remplacera pas le médecin. Je peux me permettre,
Et ce que je peux me permettre de dire, Jean-Luc, en complément de ce que tu dis, c'est qu'aujourd'hui, l'opérateur, ce qu'il faut, et c'est vraiment le lien que l'on doit faire avec les professionnels de territoire, on n'est pas en train de dire on va vous poser, et on le voit un peu partout fleurir. Ah non, on n'est pas là pour le poser, s'en aller. Cette cabine de télémédecine et salut, vous avez la technologie et débrouillez-vous avec. Ce n'est pas l'objectif. L'objectif, c'est de travailler la dynamique territoriale avec les acteurs présents. Si on a des infirmiers, moi j'ai été infirmière libérale sur un territoire. Sur un territoire, des infirmiers, notre moyenne de travail quotidien, alors je m'en défie devant d'autres infirmiers qui travaillent tout seuls, mais même si on est à deux, on fait à peu près entre 14 et 15 jours de travail dans le mois. Alors oui, à côté, on a quand même aussi un gros travail administratif à maintenir, mais on a quand même un temps. Et notre journée, elle est quand même coupée. Moi, personne ne m'aurait empêché, quand j'étais infirmière libérale, entre mes 2 tournées du matin et du soir, de dédier 2 heures de temps de mon après-midi, puisque j'étais déjà sur un lieu de travail, d'aller dans un relais de télémédecine, pourquoi pas, et d'assurer la consultation que Jean-Luc est en train de... Je serai les mains, donc on n'enlève pas le présentiel. On est juste, et aujourd'hui, c'est tout ce que fait la télémédecine. Les professionnels sont payés pour faire ce genre de choses. Les professionnels de santé, heureusement, on a désenclavé les pratiques et on a permis, alors oui, dans un premier temps, d'être payé pour de la téléconsultation, mais aujourd'hui, pour les infirmiers, d'être payés pour du télésoin. On a encore des disparités de tarifs et je le sais, je suis infirmière et je comprends la discussion de tous ces professionnels qui se disent on a encore des équilibres à trouver au niveau financier et voilà, ça rentre dans une autre discussion que je ne vais pas aborder aujourd'hui. Mais aujourd'hui, les professionnels peuvent faire ce travail-là en collaboration. Un infirmier, une infirmière et un médecin peuvent aujourd'hui connecter leurs compétences par de l'humain. Et on a juste la technologie au service de la personne qui a besoin de quelque chose. Jean-Luc vous le décrit très bien, c'est un objet connecté, un tensiomètre, une caméra, un appareil qui va vous regarder les yeux, un autre qui vous regardera le cœur, peu importe ce que c'est. Mais aujourd'hui, il faut qu'on ait juste la capacité de transférer, et ça, c'est ce qui est le plus important, et c'est pour ça qu'on va travailler avec des gens dont c'est le métier et qui assurent des imageries de sécurité. On travaille sur de la donnée de santé. On ne peut pas se permettre d'envoyer, nous, Proxy Santé, des images qui ne sont pas protégées par des serveurs de santé et protégées dans la qualité de la transmission. Nicolas, on l'a bien vu tout à l'heure, c'est ça qui est très important, de dire que aujourd'hui, on parle d'images de santé sécurisées avec une connexion bien spécifique, avec des systèmes de télécommunication sécurisés. On parle de ça. Il faut que les gens soient sûrs que ce qui est envoyé, c'est pas... Et je vais vous le dire, j'étais infirmière. Combien de fois j'ai utilisé mon portable, j'ai fait une photo d'une plaie et j'ai envoyé au docteur lambda la photo de la plaie. Je n'ai pas le droit de faire ça. Je n'ai pas le droit. Aujourd'hui, en tant que professionnel, c'est pas sécurisé mon portable. N'importe qui peut capter une image et on se doit, nous, aujourd'hui, en tant que service de proximité, d'assurer cette sécurité. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on vous propose ce dispositif. C'est important. Il n'y a pas que ça. Il faut aussi se projeter dans l'avenir. Aujourd'hui, il va exister, grâce à la télémédecine et grâce à la téléconsultation et grâce au numérique, des nouveaux métiers de la médecine et des nouveaux métiers de la santé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut former des gens qui sont dans des stations de télémédecine. On ne parle pas des stations cabines que l'on trouve dans le métro à Paris, où vous rentrez, vous vous installez, et il y a juste bonjour, on s'installe. On parle de quelque chose qu'on va mettre en ruralité ou autre de la ruralité, qui peut être aussi dans des grandes villes. Mais c'est les personnes qui seront à côté peuvent être formées à ces métiers-là. En tant que conseil, ils peuvent venir grâce à la PAV à des métiers. On arrive quasiment à la fin de notre échange. Je voudrais bien prendre encore une question. Une dernière question. Dernière question. Madame Camran, vous n'avez pas votre micro allumé? Oui, c'est bon? Oui, c'est bon, on vous entend.
Voilà, je voudrais donc, je crois que vous avez résumé tout le problème de la santé dans les territoires ruraux, en France également, et avec le fait que pendant de nombreuses... Comment? Madame Colombrière. Colombrière. Avec sur notre territoire, donc 2000 habitants, un toubib qui va partir dans 1 an, 2 ans, 3 ans à la retraite, qui n'aura pas de remplaçant, même si on habite dans le sud de la France et qu'il y a le soleil. On n'est pas très loin donc des centres hospitaliers et on a toute la difficulté aujourd'hui de pouvoir se mettre en route pour trouver un nouveau toubib chez nous, avec de la part de l'ARS donc la volonté de mettre en place une CPTS sur le territoire des morts. Nous, ce qu'on veut, c'est Colombrière, on est quand même au cœur du massif des morts, on est éloigné de tout. On voudrait essayer de trouver un remplaçant, voire 2 de toubib, et on n'y arrive pas. C'est là où quand même il y a une sacrée erreur de la part du corps médical de ne pas avoir anticipé le remplacement des docteurs. C'est trop tard maintenant, je suis désolée de le dire, mais c'est pas qu'on est... Les choses sont faites, mais on n'a même pas prévu, vous voyez aujourd'hui, on a changé le numerus clausus par du numerus aperus, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on répond à la demande. On est d'accord, sauf qu'on n'a même pas prévu au niveau de l'enseignement suffisamment pour rentrer ce nombre d'étudiants nouveaux, suffisamment d'enseignants, de lieux, et on n'a pas organisé ça. On a Non, fait des... je ne vais pas revenir là-dessus, Oui. mais n'empêche que c'est très rare aujourd'hui pour les territoires et pour toutes les personnes qui ont fait le choix d'habiter dans la ruralité, de vieillir et donc de voir, parce qu'il y a ceux qui aujourd'hui de 60-70 ans vont peut-être accéder plus rapidement à la télémédecine, les autres qu'il va falloir accompagner et ceux qui sont plus âgés qui n'y seront pas. Donc, mais n'empêche qu'il faut rebondir sur l'avenir, l'innovation. Peut-être que Proxy Santé en fait partie. J'aimerais bien essayer de réfléchir à vos propositions parce que je sens bien que nous n'aurons pas de toubib sur la commune. Hein, je le sens. C'est certain. Comment? C'est certain, malheureusement. Voilà, donc hélas, y compris devoir avec enfin bon, on n'en aura pas. Donc comment on peut essayer de s'organiser? Avec quel service de soins? Parce que c'est ça aussi qui, pour nous, est compliqué. Est-ce que vous allez donc venir travailler, si c'est Proxy Santé, venir travailler? Comment les consultations vont se faire avec les professionnels de santé du territoire? Parce que ça, j'imagine que ça va se mettre en place. N'existe plus. Comment? Qui n'existe plus. Comment le système Proxy Santé remplace des médecins qui n'existent plus et comment vous allez partager des médecins, vous, avec la télémédecine, qui sont déjà surchargés de travail et qui vont encore donner du temps pour des communes qui sont défectueuses. Je n'arrive pas à comprendre. Je vais vous répondre juste à cette question. Aujourd'hui, l'avantage de la téléconsultation quand elle est assistée avec un professionnel de santé pour un médecin, aujourd'hui, une consultation médicale en présentiel, c'est 22 minutes. On est d'accord avec ça? Aujourd'hui, une téléconsultation, enfin une téléconsultation en télémédecine, c'est 8 minutes. Donc déjà, ça répond à votre problématique de la surcharge. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez certains médecins qui n'ont plus cette capacité, et pour avoir travaillé avec certains médecins qui sont à la retraite, d'assurer, j'allais dire, le rythme quotidien dans un cabinet, de tout ce que ça implique dans le présentiel. C'est pas pour autant qu'ils n'ont pas transféré leur activité sur uniquement de la téléconsultation. Ils continuent à mettre leurs compétences au service. Aujourd'hui, on en a. C'est ça qu'il faut vous dire, c'est que cette capacité, je reviens à ce que me disait la dernière fois, tout à l'heure le monsieur, c'est qu'on est sur du réseau. Ce réseau, il est possible à mobiliser. C'est à nous aussi de vous expliquer qu'il y a d'autres possibilités. C'est vrai qu'il va falloir ouvrir notre champ, j'allais dire, de pratique. Parce que nos croyances sont ancrées sur le fait qu'on fait de la bonne médecine qu'avec du présentiel. Mais on aura du bon et du mauvais partout, c'est une évidence. On l'a déjà avec du présentiel, on l'aura aussi avec de la télémédecine. Ce qu'il faut juste se dire, c'est qu'on a des possibilités
de répondre à ces demandes-là. Et vous avez des réseaux, et ne serait-ce que les gens qui aujourd'hui pratiquent de la téléconsultation, les plateformes de téléconsultation, vont vous le dire qu'il y a vraiment un accès possible à des médecins aujourd'hui sous un autre format. Mais je reviens bien à ce que je vous disais tout à l'heure, il faut qu'il y ait une capacité humaine derrière pour arrêter, j'allais dire, de faire que du numérique ou de dématérialiser tout. Ça, je suis d'accord. Et Madame le maire de Colobrières, si je peux me permettre, on peut réfléchir bien évidemment avec vous à ces solutions. Il faut qu'on fasse, et je le dis à tous les présidents de communautés de communes, les maires que je rencontre avec Jean-Luc, systématiquement on leur dit, il faut qu'on étudie d'abord, avant de faire des choses, on étudie l'offre de votre territoire et qui fait quoi. Parce que ça, on ne peut pas le faire sans ça. Alors, vous avez identifié des choses et c'est une évidence, mais il faut que nous, dont c'est le travail, on aille un peu plus loin dans notre analyse pour avoir des projections. Ça, c'est important. Et vraiment, on est d'accord de venir discuter avec vous pour aller voir ce genre pour faire ce genre d'analyse. Parce que de toute façon, on ne pourra pas répondre à toutes vos problématiques et à tous vos besoins en comme ça, un atelier, en disant il y a des solutions pour partout et ça y est, c'est magique. Il n'y a rien de magique dans tout ça. On fait de l'analyse, on travaille ensemble, on regarde quelles sont nos possibilités des alentours. Et je sais très bien au niveau de Colobrières, pour avoir discuté avec votre députée du territoire, Madame Mauborgne, d'avoir discuté avec elle et d'avoir vu aujourd'hui que vous êtes à 25 minutes minimum du premier CH et 45 minutes, enfin je crois que vous êtes quand même on est bien d'accord. Je comprends tout ça, donc n'hésitez pas, c'est maintenant qu'on peut réfléchir avec vous. Et en effet, Madame Marie, alors je ne sais pas si c'est un pseudo ou si c'est votre nom. Ok. Voilà, je ne sais pas si c'est votre nom, mais voilà, Oui. n'hésitez pas à revenir vers nous. Ces réflexions et c'est comprendre votre système parce que je sais bien. On n'a pas de médecin, on n'a plus de médecin et on se dit est-ce que vos médecins en télémédecine vont accepter d'être médecins référents, par exemple? Oui, c'est là l'idée. C'est là l'idée, madame, c'est qu'aujourd'hui, il faut arriver à comprendre aujourd'hui. Je te laisse écrire le mail de Proxy Santé Développement, Véro en bas. Oui, mais ça va s'afficher à l'écran. Voilà. En fait, l'idée, Marie Croquette, oui. l'idée, elle est là. C'est de se dire aujourd'hui, au niveau de la télémédecine, vous pensez que les plateformes aujourd'hui de télémédecine aujourd'hui qui existent, elles fonctionnent comment? Aujourd'hui, vous avez la possibilité de vous dire, vous pouvez avoir votre médecin traitant qui est à 30 km ou à 40 km qui peut faire la téléconsultation. Et aujourd'hui, l'idée de la téléconsultation, c'est d'avoir quelqu'un qui se positionne. Quand vous faites une téléconsultation et quand vous faites une tournée de bus, ou aujourd'hui vous voulez faire une téléconsultation vous-même, madame, vous connectez sur un espace de téléconsultation, et on va vous proposer des rendez-vous. Et en vous proposant le rendez-vous, c'est un médecin qui va être en France. C'est quelqu'un qui va vous parler, qui peut être à Paris, qui peut être à Marseille, qui peut être à Bordeaux, qui peut être n'importe où en France. L'idée, elle est là. L'idée, elle est qu'à partir du moment où vous demandez une téléconsultation, vous ayez un médecin qui se soit positionné sur un créneau horaire et qui vous fasse l'acte. Mais c'est comme pour les pôles santé. Est-ce que ce médecin sera le médecin référent, pourra être de nouveau consulté par le même patient 15 jours après, ou on lui mettra un autre médecin qui sera disponible? Voilà. L'intérêt en fait de travailler sur justement ces dispositifs de téléconsultation, c'est de repérer dans votre territoire ceux qui sont déjà des médecins. Vous savez, aujourd'hui, l'ordre des médecins, il y a quand même beaucoup de vétos à pratiquer la téléconsultation. Pour avoir entendu beaucoup de choses et beaucoup de discours de certains de nos médecins, il y a encore des réticences à pratiquer la téléconsultation. Mais il suffit que sur votre territoire ou peut-être dans votre... Parce qu'en fait, aujourd'hui, on a levé la réglementation sur la pratique de la téléconsultation. Mais normalement, vous devez avoir une première consultation. C'est ce qui était la réglementation avant le Covid. Une première consultation en présentiel. Et après, avec votre médecin, vous pouvez faire de la téléconsultation. Mais quand il n'y a pas de médecin,
Quand on est dans une situation Covid, comment on règle le problème? Il faut qu'on puisse nous identifier des médecins qui sont aujourd'hui dans votre territoire équipés ou qui ont besoin, qui ont envie de faire ce travail-là. Il y en aura de toute façon, on va vers ce genre de pratique et on en trouvera. On en trouvera peut-être 1 ou 2 dans un premier temps. Et dans les années qui viennent, il y en aura peut-être 4. Et peut-être qu'après, vous aurez tous les médecins qui s'y mettront, les nouveaux médecins. Parce qu'il va bien falloir trouver une transition entre les plus vieux qui vont partir et qui n'auront pas forcément de successeurs présentiels et la capacité d'un groupement, et c'est pour ça que les CPTS sont hyper intéressants dans cet objectif-là, c'est de se dire qu'il faut vraiment aller dans la dimension réfléchir à, j'allais dire, à ces notions de groupe et ces notions de on a la possibilité de faire des choses ensemble avec ceux qui ont envie. Moi, je vais vous dire, quand j'ai commencé l'éducation thérapeutique du patient en 2008, je peux vous dire qu'on ne trouvait rien du tout sur Internet, il n'y avait pas d'organisation, on a été des pionniers dans notre territoire, soutenus par la Caisse primaire d'assurance maladie, et on a essayé des choses. Aujourd'hui, ce qu'on a essayé il y a 10 ans, je peux vous dire, on nous a dit, vous n'avez rien compris à l'ETP, c'est pas pluripathologique, nanana, c'est que pour une pathologie, ça se fait à l'hôpital, etc., etc. Aujourd'hui, on est de 2008 à 2020, 12 ans après, tout le monde s'accorde et toutes les agences régionales de santé se disent il faut faire de l'éducation thérapeutique polypatho. Je vais faire un Il commentaire. va y avoir une évolution, on va y aller, mais il faut qu'on travaille tous ensemble. Il va falloir rendre en antenne. S'il vous plaît, j'aurais un commentaire à faire, s'il vous plaît. Oui. Oui, donc Yves, voilà, Champeau. Donc moi, je suis d'accord avec cette solution numérique parce que c'est peut-être ça qui va nous sauver. Sur la responsabilité, je dirais, des médecins et des seuls médecins qui nous restent sur le territoire, ça c'est un vrai problème. Oui. En fait, les jeunes médecins aujourd'hui qui arrivent pour exercer, ils ne vont pas dans les territoires où il n'y a personne, clairement. Les jeunes médecins aujourd'hui, ils veulent plus faire comme les médecins d'avant. Voilà, les médecins d'aujourd'hui, ils veulent du loisir, ils veulent profiter de leur famille, etc. Ce qu'on peut comprendre, hein, moi je critique pas ça. Il n'empêche qu'aujourd'hui, les médecins qui sont installés, leur incombe la responsabilité de passer la main. Clairement. Enfin, voilà. Les médecins d'aujourd'hui sont débordés, je peux comprendre plein de choses, mais ce serait bien qu'ils soient maîtres de stage, qu'ils fassent un tutorat, etc., pour accueillir des nouveaux médecins. Je veux dire, la solution, elle est aussi là. La solution, elle est à la responsabilité des médecins actuels et qui sont en situation d'exercer. Voilà, c'est la remarque que je voulais faire. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Et c'est tout le travail que l'on doit, si je peux conclure avec ça, c'est tout le travail que l'on doit construire tous ensemble pour travailler cette notion d'attractivité, de faire en sorte que des choses que l'on peut mettre en place ponctuellement. Vous savez, aujourd'hui, on pourrait très bien vous dire, on va faire une tournée avec les consultobus, on va tester un relais de télémédecine. Si personne n'est là pour venir, pour l'animer et pour que ensemble, avec le territoire, on travaille sur l'attractivité à garder, parce que c'est exactement la discussion qu'on avait ce matin avec ce président de communauté de communes. C'est pas parce que vous allez avoir un médecin qui va, si vous lui offrez un pont d'or, il va venir. Ça ne veut pas dire qu'il va rester dans les 3-4 ans après s'il n'y a pas d'école pour ses enfants, s'il n'y a pas de commerce de proximité, si en effet, comme vous dites, il n'y a pas une capacité pour eux à avoir un certain loisir dans l'espace dans lequel ils choisissent de vivre. Et qu'est-ce qu'ils feront, ces médecins, aujourd'hui, si 3 à 4 ans après leur installation, ils voient qu'ils n'ont que leur boulot et qu'il n'y a rien pour eux pour aller vers une certaine attractivité que l'on comprend, et vous l'avez très bien dit, on le comprend. Mais aujourd'hui, c'est ensemble que l'on doit réfléchir à ne pas faire disparaître les petits commerces de proximité, à garder l'attractivité des associations qui sont autour. Et puis voilà, aujourd'hui, le Covid a fait énormément de mal aux associations, que ce soit les associations sportives, culturelles et tout. Si nos associations, elles disparaissent dans les petits territoires, qu'est-ce qui va rester? Et moi, c'est tout ça que j'ai envie de travailler avec vous,
Notre équipe est là pour travailler avec vous et se mettre à disposition. Et je serais ravie de vous retrouver à d'autres moments pour continuer à échanger sur ça. N'hésitez pas à nous contacter, on pourra continuer ces discussions. Et n'hésitez pas à nous faire venir sur vos territoires. Je vous le rappelle, on est référencé par le ministère de la Santé. Et notre travail, c'est d'être pour vous, d'être là pour vous aider à réfléchir à ces solutions. N'hésitez pas à nous appeler. On est là pour ça. Véronique, merci beaucoup. Sans problème, Nicolas. Pour votre intervention. Je vais passer le mot de la fin à Sébastien dans 2 secondes. Je voulais vous remercier pour la qualité des échanges que nous avons vus. Je pense qu'on va vers Star Trek avec le lead d'autodiagnostic. On est là pour ça. Et personnellement, je crois qu'en prospective, d'ici une dizaine d'années, on va être tranquillement assis dans son salon, on va sonner à la porte et le SAMU va arriver en disant dans 5 minutes, vous allez faire une crise cardiaque. Non, non, mais il y aura mieux. Vous aurez directement chez vous la station de télémédecine. Bien sûr, c'est comme ça qu'on l'a diagnostiqué, on est bien d'accord. Sébastien? Oui, juste un dernier mot de remerciement à Véronique et à l'ensemble des participants ce soir, évidemment. Et puis peut-être une incise, c'est qu'il y a un sujet peut-être qu'on n'a pas complètement abordé sur, notamment Marie qui parlait de ce déficit effectivement chronique de médecins. Je suis confiant dans le fait que nos pratiques de médecine changeront et que le champ d'intervention des infirmiers et infirmières sera beaucoup plus large. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, on est le pays d'Europe qui a le périmètre d'intervention des soins infirmiers le plus restreint et où il faut encore passer largement par un médecin pour faire de la bobologie et de la reconduction d'ordonnances. Donc, ça finira par craquer de ce côté-là. Il y a des infirmiers qui, aujourd'hui, les infirmiers en général sont très bien formés et peuvent accomplir aujourd'hui beaucoup de choses que font les médecins. Mais comme me disait la professeure Sylvie Rosenberg-Reiner, qui était anesthésiste à Necker, elle m'avait dit une fois, Sébastien, est-ce que vous savez la différence entre Dieu et un médecin? Et ben en fait, Dieu, lui, ne s'est jamais pris pour un médecin. Voilà. Donc, voilà, sur cette petite blagounette, juste pour vous dire qu'on a des ressources et que c'est simplement le cadre d'intervention qui évoluera. Mais nous, naturellement, à Ruralytic, on est très confiants dans ce type de solution. Voilà, donc courage. Je sais que c'est difficile dans les territoires, que la pression est très forte et que vous vous sentez souvent démunis. Donc, voilà, il faut accueillir les porteurs de solutions. Essayez. Ne prenez pas tout ça tout seul sur vos épaules. Associer aussi vos habitants à ces projets de soins sur les territoires. Cherchez des solutions. Vous n'êtes pas prestataire de soins, prestataire de santé. Donc, si on vient vous dire « Ah, il n'y a rien », ben oui, mais qu'est-ce que tu proposes? C'est aussi ces postures d'élus sur les territoires ruraux qui peuvent évoluer. Vous n'êtes pas seul. Il y a des solutions opérationnelles. Et voilà, vos administrés sont peut-être vos premiers équipiers. Beaucoup, Sébastien. Merci. Merci à vous tous. N'hésitez pas à nous contacter. Je vous ai mis les adresses mail, les téléphones, les sites. Tout est mis en mail. Voilà. Merci beaucoup. Au plaisir. Bonne soirée. Prenez soin de vous. Au revoir. Merci. Au revoir. Merci encore.